Un monde bipolaire. Après la Seconde Guerre mondiale, les relations entre les deux grands vainqueurs, les États-Unis et l'URSS, se dégradent rapidement. C'est l'entrée dans la guerre froide. Popularisé par Walter Lippmann en 1947, ce terme désigne des rapports conflictuels entre les États qui cherchent à assurer leur domination et leur sécurité par tous les moyens dont ils disposent. Intimidation, propagande, conflits périphériques, à l'exception de l'affrontement direct et généralisé. Pour étendre leur influence dans le monde, les deux puissances établissent des alliances et multiplient les aides économiques et militaires. Le conflit est aussi idéologique, chaque camp cherchant à démontrer la supériorité de son système de pensée. La rivalité s'exprime ainsi dans de nombreux domaines, l'armement mais aussi la conquête spatiale ou encore le sport. Dans les années 1980, le conflit tourne à l'avantage des Américains jusqu'à l'effondrement de l'URSS en 1991. L'Allemagne divisée, 1945-1949. De 4 zones d'occupation à 2 républiques. Après sa capitulation le 8 mai 1945, l'Allemagne perd des territoires au profit de la Pologne, selon la ligne Oder-Neisse, ce qui provoque d'importants déplacements de population. Lors de la conférence de Potsdam, été 1945, les vainqueurs décident par ailleurs de partager le pays en 4 zones d'occupation. Les Alliés tentent alors de reconstruire une société démocratique sur les ruines du nazisme par un processus de dénazification dont le procès de Nuremberg 1945-1946 constitue une étape essentielle. Dans le contexte du blocus de Berlin, première crise de la guerre froide, les Occidentaux impulsent la constitution d'un État unifié dans la partie ouest de l'Allemagne, qui correspond aux 3 zones d'occupation occidentales. La République fédérale allemande est créée en mai 1949 avec pour capitale Bonn. À l'est, la République démocratique allemande est fondée en octobre 1949. Remontons à 1945. C'est la fin de la Seconde Guerre mondiale et les vainqueurs se partagent l'occupation du territoire allemand. L'URSS, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France administrent chacun une zone. Bref, l'Allemagne est coupée en 4. Le tout dans un contexte qui tourne rapidement à l'opposition entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. C'est la guerre froide. On appelle la guerre froide froide parce qu'elle n'est jamais devenue chaude, c'est-à-dire ouverte, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu d'affrontement militaire direct entre les États-Unis et l'URSS. Tout se fige parce que chacun possédant l'arme nucléaire et des arsenaux de plus en plus grands, une crise pourrait dégénérer en affrontement massif. Donc cela fige un certain nombre de dossiers, comme le problème allemand. Il y a donc un problème allemand, mais aussi un problème berlinois. Tout comme l'Allemagne, Berlin est coupé en 4. Et en plus, elle se situe au beau milieu de la zone soviétique. Ce qui embête beaucoup ce monsieur, Joseph Staline. Pour forcer les Occidentaux à partir, le chef de l'URSS coupe les routes et les voies de chemin de fer qui mènent à Berlin-Ouest. Immédiatement, les forces de l'Ouest contournent le blocus en mettant en place un pont aérien. 1 an plus tard, l'URSS arrête son blocus, faute de résultats. Dans la foulée, les Occidentaux unissent leurs territoires pour constituer la République fédérale d'Allemagne. Dans le même temps, du côté soviétique, se forme la République démocratique allemande. 2 États allemands se font alors face. Ils deviennent tous 2 souverains en 1955. Mais la situation de Berlin est différente. La ville reste un territoire occupé, avec une zone sous contrôle soviétique et l'autre sous contrôle occidental. Ce qui continue d'embêter un autre monsieur, Nikita Khrouchtchev. En 1958, le nouveau leader de l'URSS lance un ultimatum aux Occidentaux.
Il leur laisse 6 mois pour retirer leurs troupes de Berlin-Ouest et il veut signer un traité de paix qui règle définitivement la question allemande. Les Occidentaux, qui veulent garder leur ancrage à Berlin-Ouest, refusent de bouger. Finalement, les 6 mois passent, puis 1 an, 2 ans, et personne ne retire ses troupes. Rien ne bouge, jusqu'au jour où... Ich stehe Ihrer Frage so, dass es Menschen in Westdeutschland gibt, die wünschen, dass wir die Bauarbeiter der Hauptstadt der DDR mobilisieren, um eine Mauer aufzurichten, ja? Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Voici Walter Ulbricht. C'est le dirigeant de la RDA en 1961, et c'est surtout un menteur. En réalité, ça fait des années qu'il milite auprès de Khrouchtchev pour construire un mur entre Berlin-Est et Berlin-Ouest. Car il est confronté à un problème assez grave, la fuite de sa population. On n'a pas des chiffres exacts, mais on estime qu'il y a entre 3 millions et 3,5 millions d'Allemands de l'Est qui ont quitté la République démocratique allemande entre sa fondation et la chute du mur. Alors déjà, perdre 3 millions de personnes quand son pays en compte 17 millions, ça pose un problème. Mais en plus, il ne s'agit pas de n'importe quel type de population. On peut parler d'une élite sur laquelle base aussi le fonctionnement de l'État. Et donc cette perte d'une élite, donc d'une élite jeune notamment, était un grand problème pour le fonctionnement de la RDA elle-même. Pour éviter cette fuite, toutes les frontières de la RDA sont déjà fermées. Toutes, sauf celles qui traversent Berlin. Construire un mur s'impose donc comme la meilleure solution, tant pour Ulrich que pour Khrouchtchev, qui ne veut pas perdre la face après son ultimatum raté. Le 13 août 1961, l'ordre est donné, Berlin-Ouest est coupé du monde. Du jour au lendemain, les familles sont séparées. De nombreux Est-Allemands ne peuvent plus se rendre sur leur lieu de travail et même les enfants doivent changer d'école. Le mur de Berlin n'est pas construit sur la ligne exacte de la frontière. En fait, il est construit légèrement en retrait. Donc il est construit en zone soviétique. Il est hors de question de passer la frontière pour aller le détruire. Ça serait une invasion, ça serait une attaque. D'autant que, finalement, le mur arrange aussi les affaires des Occidentaux. Du point de vue des relations internationales, la construction du mur de Berlin, en soi, est un scandale. Mais aussi horrible que ce soit à dire, le mur de Berlin, en fait, permet de clore la crise ouverte par l'ultimatum, puisque tacitement, ça reconnaît que les Occidentaux sont légitimes à Berlin-Ouest. Si le mur résout pas mal de problèmes, il provoque aussi une autre montée de tension entre l'URSS et les États-Unis, ici, à Checkpoint Charlie. Checkpoint Charlie, c'est l'un des points de passage entre Berlin-Est et Berlin-Ouest. Il est évidemment gardé, et pour le traverser, il faut présenter ses papiers et une autorisation. Cette règle est vraie pour tous, sauf pour les diplomates des puissances occupantes. Tant que leur statut et leur nationalité étaient clairement visibles, sur une plaque d'immatriculation par exemple, ils pouvaient circuler librement. Or, au cours du mois d'octobre 1961, des soldats est-allemands tentent à plusieurs reprises de contrôler les papiers de diplomates américains. Ceux-ci refusent et ne peuvent donc plus traverser la frontière. Pour forcer ce blocage, les Américains font escorter leurs diplomates de plusieurs tanks. Et en réponse, les Soviétiques positionnent eux aussi une trentaine de chars d'assaut de leur côté de la frontière. Le 27 octobre 1961, des chars soviétiques et américains se font donc face pendant 16 heures. Finalement, URSS et États-Unis parviennent à communiquer pour apaiser la crise. Car, au fond, aucun des deux ne veut d'une guerre ouverte. Les États-Unis, comme leurs alliés britanniques et français, redoutaient avant tout le danger allemand. Mais la stalinisation rampante de l'Europe de l'Est et le potentiel militaire croissant de l'Union soviétique ont changé la donne. En mars 1947, un an après le discours de Churchill à Fulton, Harry Truman prononce devant le Congrès le discours qui va bouleverser le visage de l'après-guerre.
Il énonce le principe du containment. Il faut contenir l'expansion militaire des soviétiques en aidant les peuples qui résistent à leur emprise. I believe that it must be the policy of the United States to support free peoples who are resisting attempted subjugation by armed minorities or by outside pressures. The very existence of the Greek state is today threatened by the terrorist activities of several thousand armed men led by communists. We must take immediate and resolute action. Mais Truman dresse un second constat. Le principal danger ne réside pas dans la menace militaire soviétique, puisque les Russes ne maîtrisent pas l'arme atomique. La véritable menace, c'est la misère. Elle offre le terreau idéal pour que le communisme prospère. Car en 1947, les peuples sont à bout de force. Les économies peinent à se redresser. En Italie, en France, des millions de personnes sont encore mal logées et le pain est toujours rationné. Pour soutenir l'Europe et dans le même temps endiguer le communisme, Washington conçoit alors un gigantesque projet, le plan Marshall. L'objectif, aider par des crédits massifs l'Europe à sortir du marasme, tout en offrant de nouveaux débouchés à l'économie américaine. Matières premières et machines-outils volent à la rescousse du vieux continent. Ce n'est plus une aide d'urgence, c'est un véritable plan de redressement. Staline comprend que ce programme pourrait fragiliser sa domination sur l'Europe de l'Est. Il interdit aux pays placés sous sa coupe d'accepter l'offre de Washington. Pour entraver le plan Marshall et juguler l'influence américaine en Europe, le maître du Kremlin abat ses cartes. Il ordonne aux partis communistes occidentaux de passer à l'action. Pour contenir les troubles, le ministre de l'Intérieur socialiste, Jules Mock, utilise la manière forte. 80 000 réservistes sont rappelés. La troupe est autorisée à tirer. Au bout de quelques semaines, l'ordre est rétabli au prix de plusieurs morts. Les communistes n'ont pas réussi à entraver le plan Marshall. Les millions de dollars de l'oncle Sam relancent les économies du vieux continent. Des infrastructures sortent de terre. L'agriculture renoue avec ses rendements de l'avant-guerre, puis les dépasse. Les Américains font le pari de restaurer l'économie allemande. Car une Allemagne forte coûtera moins cher à entretenir et offrira un rempart contre le communisme. La prospérité est de retour. Le plan Marshall est une manne qui sauve le continent du désastre, mais l'ouvre dans le même temps aux entreprises américaines. En 1945, l'Europe est un vrai champ de ruines. Face à la propagation rapide des idées des méchants communistes sur l'ensemble du continent, les États-Unis décident de prendre en main la destinée de l'Europe de l'Ouest. Le plan Marshall se déploie dès 1947, déversant des milliards de dollars de prêts pour la reconstruction, et l'OTAN voit le jour en 1949 suite au blocus de Berlin organisé par le camarade Staline quelques mois plus tôt. Le 9 mai 1950, le ministre des Affaires étrangères français Robert Schuman prononce un discours qui est le point de départ de la construction européenne telle que nous la connaissons. Par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Avec la création de la CECA, Communauté économique du charbon et de l'acier, la France, l'Allemagne, l'Italie et le Benelux mettent en commun leurs ressources pour éviter de potentiels conflits futurs. Un projet d'Europe de la défense est même mis sur la table mais abandonné en 1954. Le parapluie militaire américain l'emporte sur une armée fédérale européenne. Et cet échec va marquer les esprits.
L'Europe doit se construire par l'économie, avec des réalisations concrètes sans toucher aux fonctions régaliennes des États. C'est la logique du traité de Rome de 1957 qui institue la Communauté économique européenne, ou CEE, avec pour objectif principal la création d'un marché commun. On est alors en plein dans les 30 glorieuses. Vous savez, cette période idyllique de croissance et de plein emploi? Non, il ne s'agit pas d'un fake. Eh bien, le rattrapage économique de l'Europe est tout simplement fulgurant. Les échanges explosent, les pays se modernisent, de grands projets voient le jour et sont d'immenses succès. La politique agricole commune, l'union douanière et la recherche sur l'énergie nucléaire, par exemple. L'Allemagne et la France réconciliées deviennent un couple en vogue. C'est aussi l'époque où De Gaulle fout 2 vents consécutifs aux Anglais en leur refusant l'entrée dans la CEE. Une vraie Jeanne d'Arc des temps modernes. Pour le reste, l'Europe s'aligne quasi systématiquement sur la position américaine, guerre froide oblige. Tout se complique dans les années 70. Face aux gros excédents commerciaux européens et japonais, Nixon met fin en 71 à la convertibilité du dollar en or. L'échange flottant et les chocs pétroliers remettent en question le système occidental. Les monnaies européennes sont attaquées par les spéculateurs. La montée du chômage et de l'inflation pousse rapidement à un tournant libéral hardcore, personnalisé par l'arrivée au pouvoir de l'illustre dame de fer en 1979, feu Margaret Thatcher. Et oui, entre-temps, les Anglais ont rejoint le club en 1973 et vont déjà semer la zizanie en demandant un rabais sur leur participation au budget européen. Et surtout, une Europe à la carte. We wanted £1,000 million of our own money back. Les indépendances en Asie. Après la Seconde Guerre mondiale, les colonies d'Asie obtiennent les unes après les autres leur indépendance. La décolonisation, qui trouve ses origines dans la montée du nationalisme pendant l'entre-deux-guerres, y est plus précoce qu'en Afrique. Le contexte international est alors favorable à l'émancipation des peuples colonisés. En effet, la guerre a fragilisé les puissances européennes dans les territoires qu'ils occupent, Inde néerlandaise, Indochine, Birmanie et Malaisie. Les Japonais discréditent la colonisation européenne par une intense propagande. Lorsque les puissances coloniales reprennent la main sur leurs possessions après la guerre, leur pouvoir est ainsi affaibli. De plus, les 2 grands vainqueurs, l'URSS et les États-Unis, se présentent comme anticolonialistes et soutiennent les mouvements d'indépendance au sein de l'Organisation des Nations Unies, créée en 1945. Le départ des Européens se fait de façon plus ou moins violente selon les pays et laisse place, dans certains cas, à des conflits frontaliers. Le 15 août 1947, l'Empire britannique des Indes devient indépendant en donnant naissance à l'Inde et au Pakistan. En dépit d'une décolonisation négociée entre la Grande-Bretagne et les élites indiennes, l'indépendance a conduit à une partition de l'Empire qui déchaîne la violence entre les communautés religieuses et provoque des transferts massifs de population. 2 siècles plus tôt, les Britanniques avaient, à travers leur Compagnie des Indes orientales, progressivement dominé le continent indien en défaisant l'empire des Moghols et en évinçant les autres puissances coloniales. En 1858, la couronne anglaise avait finalement repris l'empire en administration directe, tout en maintenant les protectorats sur les États princiers. C'est dans ce contexte qu'apparaît au sein de la population hindoue majoritaire un mouvement nationaliste incarné par le Parti du Congrès. Dans les années 1920, Mahatma Gandhi, apôtre de la résistance non violente, en devient la figure emblématique. Mais la politique de division du pouvoir colonial et les affirmations identitaires creusent le fossé entre les communautés musulmanes et hindoues. À la fin des années 30, la Ligue musulmane menée par Muhammad Jinnah, en rivalité avec le Congrès séculaire dirigé par Nehru, défend le principe d'un État séparé. Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'imminence de l'indépendance déclenche les premières émeutes entre communautés. Nommé vice-roi des Indes en février 1947, Lord Mountbatten doit au plus vite organiser le transfert. Malgré l'opposition de Gandhi, il convainc Nehru d'accepter le principe d'une partition sur des bases religieuses. Mais le plan bâclé de séparation provoque des massacres et l'exode de millions de musulmans et hindous de part et d'autre. En janvier 1948, Gandhi, qui a vainement tenté d'apaiser les tensions, est assassiné, tandis que les nouveaux États s'affrontent
pour le contrôle du Cachemire. Une décolonisation progressive, 1945-1975. Après 1945, la domination coloniale est remise en cause dans de nombreuses colonies africaines. L'ONU, créée en 1945, devient la tribune des revendications nationalistes, portées également par l'URSS. En 1955, la conférence de Bandung, les non-alignés, qui voit l'émergence du tiers-monde sur la scène internationale, donne un élan au mouvement de décolonisation en Afrique. La majorité des pays africains s'émancipent de la tutelle coloniale entre 1956, Tunisie, Maroc, Soudan, et le début des années 1960, parfois au prix d'une lutte acharnée. Les deux colonies portugaises, Angola et Mozambique, accèdent à l'indépendance en 1975. La Seconde Guerre mondiale vient de s'achever en Europe. Les troupes coloniales venant d'Afrique et d'Asie ont payé cher de leur sang la libération du monde du fascisme. Et la contrepartie est maigre. En 1941, la Charte des Atlantiques signée par le président des États-Unis, Franklin Delano Roosevelt, et le Premier ministre britannique, Winston Churchill, avait reconnu le droit des peuples à choisir leur gouvernement. Les Africains sont prêts à demander leur émancipation des puissances coloniales. Entre 1950 et 1975, 44 des 54 États que compte l'Afrique d'aujourd'hui deviennent indépendants. Ils sont 17 pour la seule année 1960, dont 14 anciennes colonies françaises. Si on parle facilement des indépendances africaines, il ne faut pas oublier que la lutte pour l'émancipation des peuples ne s'est pas faite de manière homogène. 1960 est un symbole, mais 9 pays du continent retrouvent leur souveraineté bien avant cette date. La Tunisie et le Maroc s'affranchissent de la tutelle coloniale en 1956 et 1957, grâce à de puissantes mobilisations nationalistes. En Afrique subsaharienne, le général de Gaulle propose aux colonies, par un référendum en 1958, d'intégrer la nouvelle communauté française. Cette communauté donne la possibilité de négocier l'indépendance avec la métropole. Seule la Guinée refuse ce qu'elle juge comme un prolongement de la tutelle française et déclare son indépendance en 1958. Mais le processus est lancé et les autres pays ouest-africains deviendront indépendants à partir de 1960. Du côté britannique, empire le plus étendu d'Afrique, Londres envisage un colonialisme de développement et joue la carte de l'association des nouveaux États au Commonwealth of Nations. Si dans certains pays, la transition se fait rapidement, comme au Ghana, qui est la première colonie d'Afrique subsaharienne à accéder à l'indépendance en 1957, dans d'autres, une partie des colons britanniques tente de maintenir sa domination. Au Kenya, la révolte des Momo a un rôle crucial. Les Anglais prennent conscience qu'ils doivent faire évoluer les statuts de la colonie. La Rhodésie du Sud, elle, s'enfonce dans une guerre de plusieurs années entre gouverneurs blancs et mouvements nationalistes noirs, avant de devenir officiellement le Zimbabwe indépendant en 1980. L'empire colonial belge, lui, prend fin de manière brutale. L'indépendance de la République démocratique du Congo est proclamée en 1960, un an après des émeutes à Léopoldville, la future Kinshasa, tandis que le Rwanda-Urundi est séparé en 2 pays, le Rwanda et le Burundi. Le Portugal, qui vivra sous la dictature jusqu'en 1974, refuse l'indépendance à ses colonies. S'ensuivent 15 années de guerre. La Guinée-Bissau, l'Angola et le Mozambique ne deviennent indépendants qu'avec la révolution des œillets, qui renversa le régime autoritaire au Portugal. Si tous parviennent à proclamer leur indépendance, ces pays sont loin d'être décolonisés. Au lendemain des indépendances, le projet démocratique est mis à mal. Sur la seule période allant de 1960 à 1970, 22 putschs ébranlent le continent. Dans un contexte de guerre froide, les régimes se durcissent, les partis deviennent uniques et les anciens libérateurs se font dictateurs. Sékou Touré en Guinée,
Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire, Jomo Kenyatta au Kenya, plus tard Robert Mugabe au Zimbabwe. La guerre de conquête de l'Algérie a été brutale et longue. La France y développe une colonie de peuplement, favorisant la place des Français parmi les colons et une forte présence d'Européens, Italiens, Espagnols, Maltais, pour faire face au poids démographique de la population indigène. Mais l'empire colonial français est déstabilisé dès mai 1945 avec les répressions de Sétif et Guelma en Algérie qui radicalisent le sentiment nationaliste. Pourtant, lorsque l'insurrection armée éclate en novembre 1954, notamment à Oran, dans la Mitidja et les Aurès, la France est prise au dépourvu. Après 7 ans et 4 mois de guerre, le 18 mars 1962, les représentants français et ceux du gouvernement provisoire de la République algérienne, GPRA, signent les accords d'Évian. Aboutissement de longs mois de pourparlers entamés dans le secret en juin 1960, les accords sont signés après de difficiles négociations. Ils règlent les conditions de l'autodétermination des Algériens et traitent, entre autres, de l'indépendance du pays et de la sécurité des Français d'Algérie. Le texte prévoit un cessez-le-feu fixé au lundi 19 mars 1962, ainsi que sa ratification par référendum en France le 8 avril, puis en Algérie le 1er juillet. Ce référendum sur l'indépendance ayant donné 99,7% de oui, elle est proclamée le 5 juillet 1962 par le général de Gaulle, après 132 années de présence française en Algérie. Mais dans les jours suivants, des centaines d'Européens sont enlevés, parfois assassinés, d'autres disparaissent à jamais. Selon les différentes estimations d'historiens, cette guerre a fait entre 500 000 et 600 000 victimes côté algérien. Côté français, plus de 24 300 morts dans les rangs militaires, près de 2 300 parmi les civils et plus de 3 000 disparus. L'exode d'environ 1 million de pieds noirs alors que les attentats des derniers extrémistes redoublaient de violence et la radicalisation du gouvernement algérien ont vite rendu caduque une grande partie des accords.